Pour l'anniversaire de ma mère, je lui ai offert une Audi d'occasion, mais elle a levé les yeux au ciel. Tu ne pouvais même pas t'en payer une neuve. Ma tante a murmuré, pathétique. J'ai hoché la tête, pris les clés et je suis parti sans un mot. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des dizaines d'appels manqués, me suppliant d'annuler ce que j'avais fait. J'avais passé 9 mois à économiser pour ça. J'ai supprimé toutes les dépenses inutiles, pas de vacances, pas de virée shopping, pas de sortie au restaurant. J'ai même refusé un voyage aux Canaries avec un garçon qui me plaisait beaucoup parce que je ne pouvais pas me permettre de perdre une semaine de travail. Je faisais des journées doubles comme aide-soignante et je travaillais au bar les week-ends juste pour y arriver. Le plan était simple, offrir à ma mère un véhicule utilitaire sport Audi d'occasion pour son anniversaire. Cette femme conduisait la même Renault Clio déglinguée depuis que j'étais au lycée, et je pensais que ce serait quelque chose de bien, quelque chose dont elle pourrait enfin être fière de moi. Ma mère avait toujours une façon de me rappeler ce que je n'étais pas. Je n'avais pas autant de succès que ma cousine Sophie, qui avait épousé un chirurgien plasticien. Je n'étais pas aussi organisé que ma sœur Juliette, qui avait 3 enfants et une cuisine parfaite digne de Pinterest. J'étais juste Chloé, toujours locataire, toujours célibataire, apportant toujours de la salade de pommes de terre du supermarché à Thanksgiving. Mais cette année, ça allait être différent. J'allais arriver dans son allée, lui tendre les clés et regarder son visage s'illuminer. J'imaginais qu'elle pleurerait, peut-être qu'elle me prendrait dans ses bras. Pas trop longtemps, parce qu'elle déteste les émotions collantes, mais juste assez pour dire merci. Ça aurait été suffisant. J'avais fait nettoyer la voiture en profondeur, siège en cuir, conduite douce. Le concessionnaire avait même ajouté un nouveau système audio. Elle n'était pas neuve, mais elle en avait l'air. Je le sentais. Et pour quelqu'un comme moi qui avait passé des années à découper des coupons et à faire semblant d'aimer les nouilles ramen, c'était la chose la plus chère que j'ai jamais achetée, à part mes prêts étudiants. La fête d'anniversaire battait son plein quand je suis arrivé. Des ballons attachés à la boîte aux lettres, des tables pliantes garnies de plateaux de chez Carrefour. Ma mère était à l'arrière avec le reste de la famille. Je l'ai appelée à l'avant et je lui ai dit que j'avais quelque chose à lui montrer. Elle s'est approchée lentement, un verre de vin à la main, mâchant un amuse-bouche sur un cure-dent. Elle a regardé l'Audi comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un d'autre sorte de derrière, puis elle m'a regardé. Je lui ai dit que c'était la sienne. Elle a baissé les yeux vers l'emblème, puis m'a regardé de nouveau. Tu ne pouvais même pas t'en payer une neuve. Elle l'a dit d'un ton plat, même pas sarcastique. Juste déçu, comme si je lui avais tendu un gratin brûlé. Derrière elle, ma tante Evelyne, qui m'avait dit un jour que ma voix était trop pleurnicharde pour un discours de mariage, s'est penchée et a marmonné, pathétique. Elle n'a même pas essayé de chuchoter. Je suis resté là, les clés à la main. Personne n'a applaudi. Personne n'a souri. Quelques cousins ont échangé des regards. J'ai hoché la tête, je n'ai rien dit, je suis passé devant ma mère, je suis monté dans l'Audi et je suis parti. Personne ne m'a arrêté. Personne ne m'a demandé où j'allais. Le lendemain matin, j'avais 19 appels manqués, puis 27, puis 34. Mon téléphone était une machine à sous de regrets. Des textos de la famille. Des messages vocaux de mon père. Un texto de groupe de ma cousine disant que ma mère avait passé une semaine difficile, qu'elle avait juste été prise au dépourvu. Quelqu'un, je pense ma tante, a écrit « Tu l'as mise dans l'embarras ». Puis une photo est arrivée dans le groupe de discussion familiale, ma mère assise sur le porche, tenant la boîte cadeau qui avait initialement contenu les clés de l'Audi. Vide maintenant. Regardant la rue comme si quelqu'un était mort. Puis mon père a appelé. Il appelle rarement, surtout pas avant midi. Je n'ai pas répondu. Ensuite, il s'est présenté, martelant ma porte comme si l'immeuble était en feu. J'ai failli ne pas ouvrir, mais la curiosité l'a emporté. Il a dit que je devais rendre la voiture, qu'elle n'était pas elle-même, qu'elle ne réalisait pas ce qu'elle disait. Qu'elle la voulait maintenant. Je lui ai demandé ce qui avait changé. Il a répondu, parce que ton oncle a proposé de te l'acheter et elle a perdu la tête. Elle a dit que c'était la sienne. Elle s'est mise à crier en plein milieu du dîner. C'est là que j'ai réalisé qu'elle ne voulait pas non plus que j'aie la voiture. Si elle ne pouvait pas l'avoir, personne ne le pouvait. Je n'ai rien dit. J'ai juste fermé la porte. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas ce à quoi on s'attendait. 2 jours ont passé.
Je n'ai pas retourné les appels. Je n'ai pas répondu aux textos me suppliant de reconsidérer ma décision. Je n'ai pas ouvert la porte quand quelqu'un a frappé, even when he could see my mom's car parked outside the building for a full hour. C'était silencieux dans mon appartement, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et du vrombissement constant de mon téléphone qui vibrait sur le comptoir. J'ai tout laissé sonner. Puis une lettre est apparue. Pas un courriel, pas un texto, une véritable enveloppe glissée sous ma porte avec mon nom écrit d'une écriture cursive tremblante. Pas d'adresse de retour, mais je savais que c'était d'elle. À l'intérieur se trouvaient des excuses peu sincères, 2 courts paragraphes. Elle disait qu'elle ne pensait pas ce qu'elle avait dit, qu'elle était juste dépassée, qu'Evelyne avait semé la négativité, quoi que cela veuille dire. Elle a terminé par « Lodi m'aiderait vraiment pour les courses. Tu sais, tu as toujours le double des clés, n'est-ce pas ?» C'était tout. Aucune reconnaissance du mal que je m'étais donné pour me la payer. Pas de « merci ». Pas de « je suis désolé de t'avoir humilié devant toute la famille ». Juste « les courses ». J'ai fourré la lettre dans un tiroir plein de bric-à-brac que je n'avais pas regardé depuis plus d'1 an. Une semaine plus tard, ma cousine Alice m'a envoyé un message à propos du dîner d'anniversaire de grand-mère. Elle a dit que ça se passait samedi soir et que je devais être là. Elle a ajouté « Ne refais pas un coup comme celui que tu as fait à la fête de maman ». J'ai fixé le message jusqu'à ce que ma vue se brouille. Ce soir-là, j'ai pris un rendez-vous chez un thérapeute, le premier depuis des années. Je n'ai rien dit à personne. J'avais juste besoin d'entendre une voix qui n'essayait pas de me faire sentir coupable de donner quelque chose. Samedi est arrivé. Je n'ai pas conduit l'Audi. J'ai pris le bus, j'ai porté un jean simple et un vieux sweat à capuche. 2 heures, 3 changements et 20 minutes de marche plus tard, je suis arrivé au moment où tout le monde était à mi-chemin du plat principal. À la seconde où je suis entré dans la salle à manger, toutes les têtes se sont tournées. Personne ne m'a dit bonjour. Ma mère m'a regardé de haut en bas et a levé son verre. Regardez qui a finalement décidé de montrer son visage. Je suppose qu'elle a fini de bouder. Quelqu'un a ricané. Tante Evelyne a toussé dans sa serviette comme si tout cela était hilarant. Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste pris une place vide au bout de la table à côté de l'oncle René. Il m'a fait un petit signe de tête et m'a glissé une assiette. La salle a continué sans moi. Blague. Petite conversation. D'autres blagues. Puis ma mère a recommencé, cette fois plus fort. Elle a raconté une histoire sur la fois où j'avais pleuré au collège parce que je n'avais pas fait partie du tableau d'honneur. Elle a dit que j'avais toujours été trop sensible. Elle a dit qu'elle s'inquiétait que je ne survive jamais au monde réel. Puis elle m'a regardé directement et a dit « Et maintenant, elle pense qu'une voiture d'occasion compense tout ça. » Un silence a suivi, s'étirant trop longtemps. Puis l'oncle René a posé sa fourchette. Il a dit « C'est vraiment bas. » Ça suffit, Françoise. Elle a ri, a essayé de balayer ça d'un geste, a dit qu'elle ne faisait que taquiner. Il l'a regardée à nouveau et a dit « Tu as fait de la vie de cette fille un enfer pendant des années. » Et nous avons tous regardé faire. On a fini de faire semblant que c'est une blague. Tu l'humilies. Tu te moques d'elle. Et quand elle te donne quelque chose que tu ne mérites pas, tu le traites comme un déchet. Plus maintenant. La pièce s'est figée. Je n'ai pas levé les yeux. Mon cœur battait si fort que je pensais que la table pourrait trembler. Il a continué. Tu es exclu de l'entreprise, Françoise. Plus de chèques. Plus d'accès. Tu ne peux pas te comporter comme une reine et ensuite te faire passer pour une victime. Tu as fait assez de dégâts. Elle a dit quelque chose, je n'ai pas entendu quoi, mais ça n'avait pas d'importance. Personne n'était plus de son côté. Pour la première fois, j'ai vu son visage sans cette dureté. Pas d'armure, juste le silence. L'oncle René s'est tourné vers moi et a dit, « Tu gardes cette voiture. Ne la rends pas. Jamais. » Puis il s'est levé et est sorti. Quelques autres ont suivi. La pièce s'est vidée rapidement. Ma mère est restée figée à table. Je suis passé devant elle en sortant. Elle n'a même pas levé les yeux. C'était la première fois que je la voyais complètement seule. Pas physiquement, mais de la manière qui comptait vraiment. Et je ne me suis pas senti mal. Après ce dîner, tout est devenu étrangement silencieux. Pas de texto, pas de culpabilisation déguisée en versets bibliques. Pas de visite surprise,
juste un silence étrange et immobile. Le genre de silence qui ressemble moins à la paix qu'au calme avant quelque chose de sombre. Au début, j'ai pensé qu'ils en avaient peut-être fini avec moi. Que j'avais peut-être enfin été exclu du cercle familial. Et je ne peux pas mentir, une partie de moi espérait que c'était vrai. Mais une autre partie de moi continuait de vérifier mon téléphone toutes les quelques heures, attendant le prochain incendie à éteindre. Au lieu de cela, le silence a persisté. J'ai continué à aller en thérapie. Tous les mardis à 18h, Hélène, ma thérapeute, était calme d'une manière qui vous donnait l'impression que vous aviez le droit de respirer. Je lui ai tout raconté, l'anniversaire, l'Audi, le dîner, les années passées à être la déception, la fille qui n'était jamais tout à fait à la hauteur. Elle a écouté, sans interrompre. Puis un soir, elle a dit quelque chose d'étrange. Lui avez-vous déjà crié dessus? J'ai cligné des yeux. Oh, je veux dire, vraiment crier. Vous permettre d'être aussi en colère que vous l'êtes. J'ai de nouveau dit non, que je n'avais pas été élevé comme ça. Dans ma maison, la colère n'était pas exprimée, elle était utilisée comme une arme plus tard, après quelques verres de vin et devant une foule. Elle a dit quelque chose à quoi je pense encore, vous avez ravalé votre voix depuis si longtemps que vous ne savez même plus à quoi elle ressemble à plein volume. Au début, j'ai balayé l'idée. Crier sur ma mère? Elle adorerait ça. Elle le transformerait en une preuve que j'étais instable, dramatique ou ingrate, tous les grands classiques. Mais l'idée n'a pas disparu. Alors, une semaine plus tard, j'ai conduit l'Audi jusqu'à sa maison. Je ne l'ai pas prévenu. Je n'ai pas appelé. Je me suis juste présenté. Les mêmes nains de jardin, le même ange de jardin ébréché. Elle a ouvert la porte en peignoir et à la seconde où elle m'a vu, sa bouche s'est crispée. Elle a dit, si tu es ici pour la voiture. Je lui ai dit d'arrêter. Je suis passé devant elle avant qu'elle ne puisse dire un autre mot, directement dans le salon. Le canapé avait encore les coussins que je lui avais offerts il y a Saint-Noël, ce qu'elle avait qualifié de « bas de gamme » devant tout le monde. Drôle comme elle les avait gardés. Elle m'a suivi, me demandant si j'allais bien, mais pas parce qu'elle s'en souciait. C'était la façon dont les gens demandent si quelqu'un d'autre va bien juste pour s'assurer qu'ils ne sont pas sur le point d'être embarrassés. Je me suis tenu au milieu de cette pièce et je lui ai dit de s'asseoir. Elle ne l'a pas fait. Alors, j'ai commencé à parler. J'ai dit que j'en avais fini de faire semblant. Que je lui avais acheté cette voiture parce que je pensais que pour une fois, je pourrais faire quelque chose d'assez bien pour elle. Que peut-être elle me regarderait et ne verrait pas une déception. Je lui ai parlé des emplois que j'avais eus, des vacances que j'avais refusées, des nuits où je rentrais trop fatigué pour tenir debout. Tout ça pour lui donner quelque chose que je n'avais jamais eu en grandissant, une victoire. Et elle a craché dessus. Je lui ai dit que chaque commentaire désobligeant, chaque regard en l'air, chaque compliment ambigu s'était accumulé en moi pendant des années, et que j'avais finalement atteint la limite. Que je n'étais plus son punching ball émotionnel. Elle a essayé de me couper, a dit que je faisais du théâtre, mais je n'ai pas arrêté. J'ai crié plus fort que je ne l'avais jamais fait de ma vie. Je lui ai dit qu'elle me faisait sentir comme une ordure simplement en existant. Que peu importe ce que je faisais de bonnes notes, un casier judiciaire vierge, une fichue voiture ce n'était jamais assez parce que je n'étais pas Sophie ou Juliette ou n'importe qui d'autre dont elle pouvait se vanter à l'église. Puis j'ai dit la phrase que je ne savais même pas que je retenais, avant, je voulais être comme toi. Maintenant, je prie pour ne jamais finir comme toi. Elle avait l'air stupéfaite. Pas coupable. Juste choquée que je ne joue pas mon rôle. Je suis sorti. Je n'ai pas attendu de réponse. Je n'ai pas claqué la porte. Je suis juste parti. Dans la voiture, je suis resté assise un long moment, respirant. Mes mains tremblaient si fort que j'ai fait tomber mes clés 2 fois, mais quelque chose dans ma poitrine se sentait, pas bien, pas paisible, mais à vif. Je suis rentré chez moi et je me suis effondré sur le canapé. 1 heure plus tard, Alice m'a envoyé un texto. Tu as mis le feu aux poudres. Elle pète les plombs. Je n'ai pas répondu. Mais le lendemain matin, j'ai découvert jusqu'où elle était prête à aller. Et cette fois, ce n'était pas que des mots. Le matin après lui avoir crié dessus, je me suis réveillé épuisé. Pas le genre de fatigue que le sommeil peut réparer. Le genre qui s'installe dans vos os après des années à retenir votre souffle. J'avais à peine dormi. Ma voix était rauque.
Mes mains tremblaient encore quand je pensais à la façon dont tout était sorti de moi comme un feu après une fuite de gaz. Mais pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne me sentais pas écrasé par la culpabilité. Cela a duré jusqu'à 8h42 du matin, car c'est à ce moment-là que mon téléphone a recommencé à vibrer. La première notification venait de Sophie. Nous ne nous étions pas parlé depuis Noël, quand elle m'avait qualifié émotionnellement exigeante, pour avoir pleuré pendant le dîner. Tout ce qu'elle a envoyé était une capture d'écran. C'était une publication Facebook de ma mère, longue, publique, identifiant la moitié de la famille et même quelques-uns de ses amis du lycée. Elle a tout déballé, sa douleur, sa peur, comment sa fille, mentalement instable, avait fait irruption chez elle en hurlant des menaces. Elle a écrit que j'étais violente, que je lui avais fait si peur qu'elle ne pouvait pas dormir. Elle a dit qu'elle vivait dans la peur et qu'elle devrait peut-être chercher une protection légale. Et puis cette ligne, certains enfants naissent simplement brisés. J'ai fait tout ce que je pouvais. Plus d'une centaine de mentions, j'aime. Les commentaires affluaient. Reste forte, Françoise. Tu es toujours une mère si merveilleuse. Chloé a toujours eu des problèmes, n'est-ce pas? J'ai fixé l'écran comme si je regardais le cauchemar de quelqu'un d'autre. Le nombre de personnes qui n'ont même pas pris la peine de me demander ma version des faits, des gens que je connaissais depuis que j'étais enfant. C'était comme si j'avais été jugé et condamné dans un tribunal où elle était à la fois juge et victime. Mais ce n'était même pas le pire. 15 minutes plus tard, j'ai reçu un texto de l'oncle René. Appelle-moi. Maintenant. Quand je l'ai fait, sa voix est arrivée rapidement, saccadée, comme s'il faisait les 100 pas. Il a dit qu'elle s'était présentée à son bureau ce matin-là. Sans rendez-vous, elle est juste entrée et a attendu devant sa porte comme une statue. Elle lui a dit que je l'avais publiquement humiliée, et que s'il ne la réintégrait pas sur la liste de paie de l'entreprise familiale, ce qu'elle n'avait techniquement pas mérité depuis plus d'une décennie, elle rendrait publique de vieilles histoires. Puis elle a essayé de me dénoncer, disant que s'il ne me coupait pas les vivres aussi, elle commencerait à répandre des rumeurs sur lui. Puis elle est devenue spécifique. Elle a mentionné une femme nommée Claire, une ancienne comptable d'il y a des années qui avait apparemment quitté l'entreprise discrètement. Elle a laissé entendre que si elle parlait aux mauvaises personnes, le nom de René pourrait être mentionné de manière qu'il n'apprécierait pas. C'est là qu'il l'a dit. Elle n'est pas seulement toxique, Chloé. Elle est dangereuse. Je suis resté assise sur mon canapé en silence pendant qu'il continuait de parler. Il a dit qu'il savait maintenant que lui avoir accordé le bénéfice du doute toutes ces années était une erreur, qu'il pensait qu'elle finirait par s'épuiser, mais qu'au lieu de cela, elle continuait de trouver de nouvelles allumettes. Puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Elle a essayé de vendre l'Audi. Il a dit qu'elle avait déjà contacté 2 concessionnaires et un cousin avec une dépanneuse, racontant à chacun la même histoire, que je lui avais donné la voiture et que j'étais juste devenue émotive, mais que je reviendrais sur ma décision. Elle a dit que le titre de propriété était mal classé, mais qu'elle l'aurait bientôt. René m'a dit de la déplacer. Et je l'ai fait. Je l'ai conduite à l'autre bout de la ville et j'ai payé un ami en espèces pour la garder dans son garage pour le moment. Je lui ai dit de dire qu'elle était à lui si quelqu'un venait demander. J'ai enlevé les plaques d'immatriculation et je suis parti avec un véhicule de tourisme avec chauffeur. Et juste par sécurité, j'ai acheté un coffre-fort pour le titre de propriété et je l'ai mis dans une banque. Mais le vrai rebondissement est arrivé 2 jours plus tard. Je rentrais de ma thérapie et j'ai remarqué un homme assis de l'autre côté de la rue de mon immeuble. D'âge moyen, casquette de baseball, pas de téléphone, juste assis, à observer. Le lendemain matin, il était de nouveau là. J'ai essayé de ne pas paniquer, mais ma voisine l'a confirmé. Oui, il est là tous les jours cette semaine. Il n'arrête pas de regarder ta fenêtre. Tu veux que j'appelle quelqu'un? Je ne lui ai pas répondu. Cette nuit-là, j'ai dormi avec mes clés dans la main et une chaise sous la poignée de la porte. Le jour d'après, j'ai reçu une lettre officielle d'un cabinet d'avocats. Ma mère me poursuivait en justice. Elle invoquait une détresse émotionnelle. Elle disait que je lui avais offert l'Audi et que je l'avais ensuite volé. Elle disait qu'elle n'avait pas de véhicule pour faire ses courses, aller à l'église ou échapper à des menaces potentielles pour sa sécurité. Elle prétendait craindre pour son bien-être et que la voiture faisait partie d'un accord tacite entre mère et fille. En pièces jointes se trouvaient des captures d'écran de sa publication Facebook, des textos d'Evelyne et même une fausse déclaration d'un de mes cousins disant que j'avais bousculé ma mère et détruit des biens familiaux lors de incident.
Je suis restée assise avec les papiers sur mes genoux et j'ai juste ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était insensé. C'était complètement délirant. Elle ne voulait pas seulement la voiture. Elle voulait avoir le dernier mot. Alors, j'ai fait un choix. Je n'allais pas me battre contre elle pour la voiture. J'allais me battre pour moi-même. J'ai engagé un avocat le lendemain. Je pensais que ce serait la fin des surprises. Mais cette nuit-là, quelqu'un a frappé à ma porte. C'était mon père, et il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Quand j'ai ouvert la porte et que j'ai vu mon père debout là, je n'ai rien dit au début. Nous ne nous étions pas beaucoup parlé depuis des années, pas depuis qu'il s'était discrètement effacé après le divorce, comme quelqu'un qui quitte un film avant le générique. Ce n'était pas un homme méchant, juste absent. Présent sur les photos, pas dans la réalité. Maintenant, il était là, sur le seuil de mon appartement, l'air plus vieux que dans mon souvenir. Pas de sourire, pas de bavardage, juste un dossier en papier sous le bras et un visage de quelqu'un qui porte un secret depuis trop longtemps. Il a demandé s'il pouvait entrer. Je l'ai laissé faire. Il s'est assis sans m'attendre et a posé le dossier sur ma table basse. Il n'y a pas touché, il l'a juste fixé comme s'il pouvait exploser. Puis il l'a dit. Je sais ce que ta mère fait, et j'aurais dû l'arrêter il y a des années. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste attendu. Il s'est adossé et a dit qu'il avait entendu parler du procès. Pas d'elle, de René. Apparemment, il se parlait de nouveau discrètement depuis cette nuit au dîner de grand-mère. Il a dit qu'il avait entendu parler de l'Audi, de la publication Facebook, du type devant mon immeuble, de tout. Puis il m'a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Elle avait déjà fait quelque chose de similaire. Pas avec une voiture, avec un appartement en copropriété. En 2005, un parent le lui avait laissé dans son testament. Mais les papiers n'étaient pas finalisés, et avant que la succession ne soit réglée, elle l'a mis en vente sur le Bon Coin et a failli être poursuivie par l'exécuteur testamentaire. Mon père a dit qu'elle avait présenté toute l'affaire comme un malentendu et avait fait passer la famille pour avis des manipulatrices. Ça te dit quelque chose? Puis il a prononcé les mots que je n'aurais jamais pensé entendre de sa bouche. Ta mère nous ment à tous depuis des années, mais surtout à toi. Il a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies de courriels et de documents fiscaux remontant à plus d'une décennie. Tous étaient liés à l'entreprise familiale, et tous montraient que bien qu'elle ait perçu des paiements pour un soutien administratif, elle n'avait pas fait une seule heure de travail depuis 2013. Il a dit que René lui avait donné des copies, lui avait dit d'en faire ce qu'il voulait. Il les a glissées vers moi. Puis il m'a dit quelque chose qui m'a coupé le souffle. Elle est en train de se ruiner, Chloé. Apparemment, après avoir été coupée de la paie de René, elle a commencé à prendre des avances de fonds sur plusieurs cartes. Sa maison était sous une deuxième hypothèque. Elle avait refinancé 2 fois. L'Audi n'était pas seulement une question de fierté, c'était une nécessité financière. Elle avait besoin de la vendre. C'est pourquoi elle a perdu la tête quand j'ai repris les clés. Pas parce que j'avais blessé ses sentiments, mais parce qu'elle avait perdu un actif. Il ne s'agissait jamais d'amour. Il a dit qu'il était venu me dire tout ça maintenant parce qu'il en avait finalement eu assez, lui aussi. Il a dit qu'il était prêt à témoigner si l'affaire allait au tribunal, qu'il admettrait officiellement qu'elle était émotionnellement abusive, qu'elle avait manipulé les finances, qu'elle utilisait la culpabilité comme une monnaie. Je lui ai demandé pourquoi maintenant. Il a fait une longue pause, puis a dit, parce que quand je l'ai vu traîner ton nom dans la boue en ligne, j'ai vu ce qu'elle me faisait à huis clos. Et je t'ai laissé là avec elle. Il s'est levé, s'est dirigé vers la porte, puis s'est retourné. Tu ne méritais pas ça. Rien de tout ça. Après son départ, je suis resté assise un long moment. Puis j'ai pris le dossier et j'ai numérisé chaque page sur un disque dur. Une semaine plus tard, mon avocat a déposé une demande reconventionnelle. Elle accusait ma mère de diffamation, de tentative de fraude et de détresse émotionnelle. Son équipe a essayé de voir si je bluffais, a dit qu'elle ne perdrait jamais. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que je n'étais plus seul. L'oncle René m'a soutenu. Mon père a signé une déclaration sous serment. Même Sophie, de manière surprenante, a proposé d'écrire une lettre sur la façon dont j'avais toujours été traité comme le bouc émissaire de la famille. La date du procès a été fixée, et puis quelque chose s'est produit. Ma mère a disparu. Littéralement. Elle ne s'est pas présentée à la médiation, a cessé de répondre à son avocat.
Son téléphone est devenu muet. Evelyne a dit qu'elle était partie en « retraite spirituelle » dans le Luberon, mais personne ne l'a vraiment vue partir. Jusqu'à une semaine plus tard, quand la police s'est présentée à mon appartement parce que ma mère avait signalé le vol de l'Audi et avait dit que j'étais la voleuse. Quand les 2 policiers ont frappé à ma porte, je l'ai senti dans ma colonne vertébrale avant même d'ouvrir. Vous savez cet instinct que l'on a quand quelque chose est sur le point de se briser. Cette panique silencieuse juste avant un orage. Ils m'ont demandé si j'étais Chloé Toussaint. J'ai dit oui. Ils m'ont demandé si je possédais une Audi Q5 de 2018. J'ai dit oui. Puis ils m'ont dit qu'elle avait été signalée volée par ma mère. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas bronché. Je leur ai demandé d'attendre une minute et je suis revenu avec le dossier que mon père avait laissé, plus le titre de propriété original avec mon nom dessus, plus l'acte de vente et ma police d'assurance. J'avais transporté ces documents partout comme une armure. L'un des policiers les a examinés, a passé un appel, et 10 minutes plus tard, ils se sont excusés et sont partis. Juste comme ça. Mais je n'ai pas eu l'impression d'une victoire. J'ai eu l'impression d'un tir de sommation. Elle n'était pas allée dans le Luberon. Elle n'avait pas trouvé la paix intérieure. Elle s'était cachée pour élaborer un nouveau plan. Et cette fois, elle utilisait la loi pour me faire passer pour la méchante. J'ai tout raconté à mon avocat. Il a déposé une requête d'urgence pour obtenir une ordonnance restrictive et a accéléré l'affaire de diffamation. Nous ne sommes jamais allés au tribunal. Une semaine avant l'audience, son avocat s'est retiré de l'affaire. Je n'ai jamais connu la raison exacte, mais selon l'oncle René, ma mère avait cessé de payer ses frais juridiques. Elle prétendait être en négociation pour vendre sa maison et rattraperait son retard bientôt, mais aucune vente n'a eu lieu. Puis est venu le vrai rebondissement. René m'a appelé tard un soir et m'a dit qu'elle l'avait appelée, suppliante. Apparemment, elle lui avait demandé d'intervenir et de servir de médiateur parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Elle a même essayé de le culpabiliser en évoquant de vieux secrets de famille, mais il ne jouait plus à ce jeu. Il lui a dit que la seule médiation qu'elle obtiendrait serait celle ordonnée par le tribunal. Elle a raccroché, et c'est la dernière fois que quelqu'un a entendu parler d'elle pendant un certain temps. Pas de publication, pas d'appel, même Evelyne ne savait pas où elle était allée. C'était comme si elle s'était évaporée. Jusqu'au mois dernier. Sophie m'a envoyé une photo. Elle a dit qu'elle n'était pas sûre de devoir le faire, mais qu'elle pensait que j'avais le droit de savoir. C'est ma mère dans un quartier délabré de la ville, les cheveux teints en noir, le visage plus lourd, montant dans une Corolla rouillée avec un pare-choc fissuré et une plaque d'immatriculation temporaire. Pas d'Audi, pas de maison, pas de fierté. Juste une femme qui avait repoussé chaque personne et qui n'avait finalement plus personne à blâmer. Ce soir-là, je me tenais dans le garage où j'avais gardé l'Audi tout ce temps. J'ai passé la main sur le capot, j'ai pensé à la vendre, j'ai pensé à en faire don, mais quelque chose m'a arrêté. Parce que même si cette voiture a tout déclenché, ce n'était pas le problème. C'était elle. Alors, je l'ai gardée. Et maintenant, chaque matin quand je monte dedans et que je démarre le moteur, il ne s'agit plus d'elle. Il s'agit de moi. De toutes les heures que j'ai travaillées, des repas que j'ai sautés, des relations que j'ai mises en attente, de la thérapie, des cris, du silence qui a suivi. Il s'agit du fait que j'ai finalement arrêté d'essayer d'acheter un amour qui n'a jamais été réel. Maintenant, je travaille moins. Je mange bien. Je fréquente des gens qui ne me font pas sentir petite. Je conduis cette voiture sans penser à qui était censé la posséder. Et la semaine dernière, je suis entré en thérapie et j'ai dit à Hélène quelque chose que je n'aurais jamais pensé dire. Je n'ai plus besoin qu'elle m'aime. J'ai juste besoin de ne jamais être elle. Et ça, d'une manière ou d'une autre, c'est suffisant.